good morning, ladies and gentlemen, viewers of the African Television, and welcome to yet another edition of Health Update on the African Television. We are pleased, like every weekend, to count you amongst our numerous viewers. And for today's edition of Health Update, we will be talking about sickle cell anemia. As on June 19 every year, Cameroon joins the rest of the international community to observe the World Day to fight against sickle cell anemia. It is an opportunity to shed light on the illness, but also to school Cameroonians, but also the world, on what sickle cell anemia is and how to combat the disease. And for today's edition, we will be receiving two persons on our set. A medical doctor, she is a hematologist in the person of Professor Ngossak Françoise, but also one who has lived with the illness. Her name is Berthe Lumière. She will share with us her experience, but this will only be after Rosine Sombaila sheds light or sets the ball rolling. Estelle Rosie Aye, à 40 ans, affronte la tempête de ces dernières 8 années, marquée par la souffrance. Porteuse du gène HBS, son fils Nathan Eba en a hérité, devenant drépanocytaire. C'est quelqu'un qui est encore ignorant de ce qu'il porte en lui, honnêtement. Il joue comme tous les enfants, il rit comme tous les enfants, il va à l'école normalement, mais ce sont ces moments de crise répétitive. Elle livre ici un témoignage poignant du quotidien douloureux de Nathan Ebar, où chaque jour est une bataille contre la maladie. Toujours inquiète, vous voyez la fréquence avec laquelle il décède. Donc à chaque crise, on ne sait pas quelle est la crise qui va l'emporter. Donc du coup, à chaque crise, aussi minime qu'elle soit, je suis inquiète. La drépanocytose, une maladie sanguine dégénérative des globules rouges, touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. Pour Estelle, cette maladie exige beaucoup de moyens, tant humains que financiers, une réalité dure à surmonter seule. Avec la drépanocytose, on ne peut pas construire. On ne peut pas. Si on a 100 francs, on le met à bon escient uniquement pour les médicaments de l'enfant. On ne peut pas avoir un avenir certain aussi fortement qu'on ait des milliards. Dépassée à force de voir son fils souffrir, elle a sombré dans la culpabilité vis-à-vis de la maladie de son fils. Je n'avais pas pensé du tout, je vous assure. Et du coup, quand il est malade, voilà pourquoi moi je suis plus malade que lui, parce que je culpabilise au quotidien. Quand il me regarde avec ses yeux, je me dis toujours qu'au fond de lui, il me reproche quelque chose. Il y aura la lumière. Elle trouve force et consolation dans sa deuxième famille, au ministère des Affaires sociales de Yaoundé 5e, où elle est en service. Mais toutefois, comme tous autres collègues, c'est un fait déjà banal parce que nous sommes dans un milieu social et nous savons qu'un enfant drépanocytaire, c'est un enfant qui est généralement pris en compte dans le cadre des enfants à problème du ministère des Affaires sociales. Donc il n'y a pas un problème de stigmatisation, elle vit le quotidien comme n'importe quel collègue. Tous les jours, nous lui demandons comment va Nathan, est-ce qu'il va bien. Nous nous rassurons qu'il va bien. Nous ne pouvons pas nous déterminer comme des collègues, mais comme des sœurs, et nous pouvons lui apporter tout le soutien psychologique, tout le réconfort dont elle a besoin lorsque l'enfant a la crise. Nous l'envoyons des messages vraiment, des messages forts. Courage, ça va aller, prends soin de Nathan. En dépit des crises répétées, Estelle continue de se battre et appelle à la vigilance. Elle encourage chacun à faire le test d'électrophorèse, crucial pour éviter le pire et prévenir la transmission de cette maladie génétique. Si j'ai un conseil à donner, c'est à toutes mes jeunes sœurs qui veulent faire des enfants. Je ne sais pas si je pourrais même les conseiller de laisser tous les autres examens sans être fait, mais de faire l'électrophorèse. Parce que je me dis que si les femmes font leur électrophorèse,
on pourra éradiquer la drépanocytose. Chaque 19 juin, la journée mondiale de la drépanocytose est une occasion de sensibilisation et de mise en lumière de cette condition méconnue mais largement répandue. Pour Estelle, c'est une journée d'espoir, une journée pour rappeler l'importance de la lutte contre cette maladie. Elle continue d'envelopper son coq, le petit Nathan Hébert, de tendres baisers, nourrissant l'espoir tenace qu'un jour, ce cauchemar prendra fin. Merci Rosine et bienvenue encore sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous allons plonger dans le vif du sujet. Je vous le disais à l'entame, nous recevons aujourd'hui le professeur Françoise Ngossak. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. D'accord. Et de l'autre côté, à ma gauche, nous recevons Berthe Lumière. Elle a vécu avec la maladie pendant une trentaine d'années. Elle va nous raconter son expérience aujourd'hui. Bonjour Berthe. Bonjour. Comment vous allez? Berthe Lumière, un très joli prénom. Merci. D'accord, nous allons aller directement dans le vif du sujet. Docteur Ngossak, professeur Ngossak, c'est quoi la drépanocytose? La drépanocytose, c'est une maladie de l'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, c'est quoi? L'hémoglobine, c'est une substance qui est dans les globules rouges. Les globules rouges sont dans le sang. Et dans ces globules rouges, vous avez l'hémoglobine qui transporte l'oxygène. On vous a toujours dit que le sang transporte l'oxygène. Oui, mais c'est via l'hémoglobine. Alors, il y a plusieurs types d'hémoglobine. Il y a une hémoglobine normale, qui est l'hémoglobine A. Et bon, chez les bébés, il y a l'hémoglobine F. Voilà, qui est F qui veut dire fœtal. Mais il faut savoir que l'hémoglobine S, qui est l'hémoglobine anormale, vient du fait que il y a une anomalie génétique qui va donc entraîner la fabrication d'une hémoglobine anormale, qui est l'hémoglobine S. C'est ce qui définit la drépanocytose. En fait, le trait drépanocytaire. Alors, comme c'est des gènes, chaque personne a deux gènes qui lui viennent des deux parents. Si la personne est SS, c'est-à-dire les deux gènes porteurs de S, elle est drépanocytaire. Si on est AS, on est porteur du trait drépanocytaire. On est capable de transmettre la drépanocytose, mais on ne fait pas forcément la maladie. Quels sont les symptômes de la drépanocytose? Alors, les symptômes de la drépanocytose sont en général trois grands groupes, même si on aura des complications après. Dans un premier temps, on a des douleurs. La douleur, c'est quelque chose d'énorme chez les drépanocytaires. Pourquoi ils ont mal? C'est que le globule rouge qui s'est déformé dans la drépanocytose du fait de l'anomalie de l'hémoglobine, cette hémoglobine va entraîner la déformation du globule rouge et ce globule rouge ne peut plus passer dans les petits vaisseaux. Donc, il va bloquer au niveau des petits vaisseaux. Ça va faire la douleur. Et cette hémoglobine qui est déformée, qui déforme le globule rouge, ce globule rouge devient fragile et peut se casser à tout moment. Il se casse, ça entraîne l'anémie. Et du fait qu'il n'y ait pas assez d'oxygène, on a des infections. Donc on a un trépied, douleur, anémie, infection. Mais il peut y avoir des complications. Les complications touchent tous les organes, c'est-à-dire on peut avoir des complications cardiaques, on peut avoir des complications rénales, on a des complications osseuses, on a beaucoup de complications, ce qui fait que la maladie, elle se manifeste sous beaucoup de formes. Berthe Lumière, douleur, anémie, infection, c'est ça vos symptômes aussi en plus de 30 ans de vie? C'est ce que vous ressentez chaque fois que vous avez des crises? Oui. C'est exactement ça que je ressens à chaque fois que j'ai une crise. Mais la crise n'est pas toujours la même parce que, comme le docteur l'a si bien dit, il y a des douleurs, il y a des infections, et les complications. Donc, la crise qui vient avec l'infection, les douleurs sont différentes de la crise qui vient avec l'anémie
ou alors la crise qu'on fait parce qu'on a une complication. Décrivez-nous un peu, la crise qui vous a le plus marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est laquelle? Il y a de cela 3 ans, c'était une crise avec baisse avec anémie. J'étais à 2 grammes d'anémie et je suis arrivée à l'hôpital dans les 2 heures du matin, vraiment affaiblie. Excusez-moi de vous couper, 2 grammes, ça veut dire... Alors, c'est vous et moi, normalement, on doit avoir minimum 12 grammes. Ah, d'accord. Vous et moi. Les drépanocytaires, ils aussi entre 7, 8, 9 grammes. Donc, quand ils sont à 2 grammes, vous comprenez bien qu'elle est vraiment anémiée. On est vraiment au plus bas. D'accord. Vous pouvez continuer. Donc, j'arrive à l'hôpital anémie à 2 grammes. Le médecin qui était de garde nous reçoit. Et étant dans la crise, vu que j'étais déjà sous antalgique, donc du coup, je parlais beaucoup parce que il m'arrivait de perdre la mémoire, de parler. Et quand le docteur me fait la NFS, puisque c'est la première chose que le médecin cherche à connaître quand on arrive à l'hôpital, il se rend compte que je suis à 2 grammes. Et là, le médecin, il panique. Il panique et il dit à ma mère, mais madame, il faut aller chercher le sang en urgence. Et malheureusement, où on était, il n'y avait pas de banque de sang. Et maintenant, il était 2 heures du matin. Et là, il envoyait ma mère à 2 heures du matin chercher le sang parce qu'il disait, il lui faut minimum 4 poches parce qu'on ne sait pas si elle va atteindre le matin. Ça vous a pris combien de temps pour guérir de cette crise-là? Après les 4 poches de sang, j'ai fait 2 semaines d'hospitalisation. Et à la maison, le relais a continué jusqu'à 3 semaines. Parlons de la maison justement. C'est quoi votre hygiène de vie? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ne faites pas pour pouvoir éviter ces crises-là? À la maison, déjà, j'évite d'être exposée au froid. J'évite de porter... Là, vous n'avez pas froid? Non. D'accord. Okay. J'évite d'être exposée au froid. J'évite de porter des vêtements trop serrés. J'évite de m'exposer à trop de chaleur. En fait, le drépanocytaire doit être dans une ambiance pas trop froid, pas trop chaud. Voilà, à la maison, donc, on sait que quand je suis dans une pièce, la personne qui est à côté de moi doit souffrir de chaleur parce que c'est d'abord moi la priorité. Bon, dans le régime alimentaire, moi particulièrement, j'ai pas de souci avec la nourriture. Ça veut dire que je consomme tous les aliments. Il n'y a aucun aliment qui me provoque la crise en général. Donc, vous pouvez faire tous les jeux aussi, c'est-à-dire que étant enfant, vous pouviez jouer au ballon, vous pouviez aller à la nage, vous pouviez faire du basket. Non, étant enfant, je ne pouvais pas aller à la nage parce que je ne pouvais pas mettre l'eau dans l'eau pour éviter le froid. Et je ne pouvais pas jouer au ballon parce que j'ai développé une complication au niveau de la hanche gauche. Donc déjà étant enfant, j'ai commencé à ressentir cette douleur-là et à boiter. Toujours dû à la drépanocytose? Oui. Docteur, professeur Ngossak, je pense que je vais m'habituer. Oui. Comment est-ce qu'on diagnostique la drépanocytose à la naissance? Alors, à la naissance, ce n'est pas toujours évident, mais à partir de 6 mois de vie, on a un enfant qui peut commencer à pleurer tout le temps, ou alors un enfant qui est anémié de façon presque subite. Généralement, il fait une petite fièvre et puis il est anémié. À cet âge-là, ils n'ont pas beaucoup les yeux jaunes, ils ont surtout des douleurs. Et on va voir que les pieds, les dos des mains, c'est-à-dire et puis les pieds peuvent gonfler. On appelle le syndrome pied-main. En général, chez les enfants, c'est ce qui fait reconnaître la drépanocytose. Mais donc, ça, c'est sur le plan clinique. En général, ces signes-là amènent les gens à faire un examen qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est cette électrophorèse de l'hémoglobine qui, quand elle est faite chez un enfant, va nous dire, oui, il est porteur du trait drépanocytaire ou il est vraiment drépanocytaire. Mais en général, les porteurs du trait drépanocytaire, quand le S est inférieur au A et inférieur à 35%, ne font pas de signes. Ne vont pas vous faire de signes cliniques. On va découvrir ça par hasard. Ceux qui font les signes, c'est ceux qui sont généralement SS ou alors ceux qui ont S très très élevé. Mais je le disais à Berthe avant d'entrer, avant de venir sur ce plateau, que j'ai perdu mon petit frère, paix à son âme, en janvier.
de suite de drépanocytose et lui, il était AS. Comment expliquer cela? Alors, la question c'est, est-ce qu'il était vraiment AS? Oui, il était AS. Ça avait été Mais on nous avait dit à l'hôpital que son S est dominant. Oui. En général, ces personnes-là peuvent nous faire, oui, des crises des crises douloureuses, des crises qu'on trouve chez le drépanocytaire. Que peut faire un patient atteint de drépanocytose pour prétendre avoir une vie normale? Alors, la première chose que nous demandons, c'est le dépistage précoce et la prise en charge précoce. Donc, aujourd'hui, on sait, des études l'ont montré, que quand la maladie est dépistée tôt et prise en charge précocement, on n'arrive pas aux complications et on a des personnes qui ont une qualité de vie peut-être pas égale, mais qui peut être comparable à la qualité de vie d'une personne qui n'est pas malade. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime que plus de 20 millions de personnes souffrent de cette maladie dans le monde et au Cameroun, plus de 4000 enfants naissent chaque année et qui vivent avec la drépanocytose. Qu'est-ce qui peut justifier ce chiffre alarmant à un moment où on parle de drépanocytose presque tout le temps? Alors oui, on en parle peut-être presque tout le temps, mais est-ce que c'est tout le monde qui entend? Le problème aujourd'hui, le problème, si j'avais un mot à dire aujourd'hui, c'est que tout le monde soit sensible que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et que les gens sachent que cette maladie, quand on l'a dépistée tôt, on la prend en charge de façon efficace et on peut avoir une bonne qualité de vie. Berthe, vivez-vous avec un partenaire? Non, pas pour le moment. D'accord. Mais avez-vous eu un partenaire qui est AA ou AS aussi comme... Si, j'ai eu un partenaire, mais il était AA. D'accord. C'était un choix à l'avance ou alors vous avez découvert au cours de la relation qu'il était AA? On a découvert au cours de la relation qu'il était AA. Aujourd'hui, est-il possible pour deux personnes vivant avec le gène de vivre normalement, d'avoir une vie de couple saine? On le déconseille fortement. On déconseille fortement de vivre, parce que le risque, c'est donc d'avoir ces personnes qui sont drépanocytaires et on sait très bien que ce que cela apporte. On a beau dire on peut avoir une qualité de vie, mais cette qualité de vie a un coût. Il faut que la surveillance soit plus rapprochée. Il y a des médicaments qu'il faut prendre. Vraiment, pour que ça soit bien, il vaut mieux éviter de se mettre en couple quand on sait qu'on est porteur du trait drépanocytaire. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour des drépanocytaires. Par exemple, que quand on atteint 20 ans déjà, on vit un peu plus longtemps que la normale. Parce qu'il est très difficile pour qu'un drépanocytaire atteigne l'âge de 20 ans. Est-ce que c'est vrai? Non, ils atteignent 20 ans. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent atteindre 20 ans. Est-ce qu'on vit plus longtemps quand on a atteint 20 ans? Je ne sais pas. On a un père qui ont plus que 20 ans. Ici, notre espérance de vie au Cameroun, c'est que la chose qui va se passer quand on connaît la drépanocytose, c'est qu'on va se rapprocher de l'espérance de vie des personnes qui ne sont pas malades. Mais moi, je dis toujours, j'ai eu des drépanocytaires qui ont plus de 60 ans. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de faisable. Mais est-ce qu'il y a une espérance de vie pour les personnes vivant avec la drépanocytose? Ah non, l'espérance de vie, c'est l'espérance de vie de tout le monde, de tous les Camerounais. Alors, ils ne sont pas différents des autres. Honnêtement, pour le moment, on ne peut pas dire qu'ils sont différents des autres. Mais ici, il faut quand même qu'ils soient pris en charge de façon particulière. Alors, Berthe Lumière, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour sensibiliser des jeunes Camerounais internationaux qui sont en train d'entrer dans la vie active et qui veulent avoir des enfants? Qu'est-ce que vous faites pour réduire le nombre d'enfants drépanocytaires dans le monde? C'est une action qu'on mène régulièrement à l'association où je suis, la DRECAM à DRECAF. On en parle dans les réseaux sociaux. On mène des actions concrètes via notre fondatrice, Madame Mimi Rosine, qui est en France. Elle a créé là-bas la DRECAF et ils font des actions là-bas. Ils parlent de la maladie. Ils organisent des galas pour parler de la maladie, pour que chacun prenne conscience et que chacun essaye de connaître son électrophorèse.
Et nous, au Cameroun, on fait les efforts déjà. Chaque année, la DRECAM a un carnet d'adresses, on fait les marches de sensibilisation. Comme dimanche dernier, on était à une marche de sensibilisation dans les marchés, histoire de toucher ce bas peuple. Parce que comme le docteur l'a dit, on en parle, mais tout le monde n'écoute pas. Donc il faut aller auprès de ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'écouter. C'est ce que la DRECAM fait. On va dans les marchés, on sensibilise ces personnes-là qui ne prêtent pas trop l'oreille aux médias. On essaye de leur expliquer de façon terre à terre ce que c'est que la maladie. Et on a rencontré des couples qui, comme ça, on leur a dit qu'il fallait qu'ils se séparent parce qu'ils étaient AS. Mais vraiment, ils ne comprenaient pas pourquoi. Oui, et déjà, ils ne comprenaient même pas pourquoi, parce que ils n'avaient pas la bonne information. Donc, avec l'effet de sensibilisation, ils ont mieux compris la chose et on a comme ça des personnes qui rejoignent le mouvement et qui nous donnent, on peut dire, du ton. Parce que l'effet de masse, on se dit qu'avec l'effet de masse, beaucoup de personnes vont finir par comprendre. Prof, au niveau de l'État ou du gouvernement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire un peu plus pour sensibiliser les Camerounais? On fait beaucoup de choses au niveau du gouvernement. C'est pour ça que j'ai accepté d'être ici, parce que ça fait partie de toute la sensibilisation que nous devons faire. Il faut savoir qu'au niveau du ministère de la Santé publique, il y a un programme de dépistage néonatal. C'est-à-dire qu'on fait les tests aux bébés qui viennent de naître. Ce programme a été mis en place depuis quelques années et on essaie de recruter de plus en plus de formations sanitaires. Ça traînait un peu parce que avant on utilisait des tests qui étaient hyper chers, c'était compliqué. Maintenant qu'il y a des tests rapides, c'est quelque chose qui va être beaucoup. Les tests rapides pour la drépanocytose? Oui, il y a des tests rapides de dépistage de la drépanocytose qui nous permettent de faire le screening, comme on dit en anglais. Et après, ceux qui sont positifs, on peut donc faire à ce moment l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et ça, c'est déjà fait. Encore au ministère de la Santé, il y a... on essaie de voir avec des mairies pour faire le dépistage prénuptial. Il y a un programme où on voudrait travailler avec le ministère d'éducation de base pour voir avec les enfants de l'école primaire, mais des grands enfants de l'école primaire. Parce qu'on sait très bien, quand on a parlé de dépistage nuptial, on sait très bien que le problème, beaucoup de gens ne vont pas devant monsieur le maire. Oui. Donc, on a pensé que oui, c'était pas une mauvaise action, mais qu'il ne fallait pas s'arrêter là. C'est pour ça qu'on a pensé aux enfants de l'école primaire et on pense que là, on peut ratisser l'âge. Je crois avoir oublié une question. Il y a quelques années, j'ai cru entendre parler de dépistage pendant la grossesse. Et on disait que ça se faisait au niveau du CHU, c'est-à-dire vous pouvez être enceinte et puis vous allez là-bas, vous vérifiez si votre enfant sera émacié et puis après on fait ce qu'on a à faire pour. C'est vrai que j'aime pas beaucoup le terme émacié. Je préfère le terme personne vivant avec la drépanocytose. Alors oui, on fait le test anténatal. Ce test anténatal permet, quand vous avez une grossesse de 3 mois, qu'on prenne des cellules dans votre ventre, qu'on essaie de voir, et ça permet de dire que oui, cet enfant qui va naître est porteur du gène de drépanocytose. Oui, ça se fait. Mais vous ne le conseillez pas ou alors il est trop cher? Il est trop... Enfin, il est cher, c'est vrai, mais bon, il y a beaucoup de gens qui peuvent y accéder. Parce que 500 000 francs, c'est pas à la portée de tout le Camerounais. Oui, c'est vrai. Je n'insiste pas souvent là-dessus parce que la question qui me revient après, c'est que... what's next? Oui. Et puis, c'est pas un conseil que vous voulez donner. Non, mais je ne peux pas le donner parce que l'avortement est proscrit au Cameroun. Parce que je sais très bien que c'est à ça que vous pensez. Mais je ne voulais pas vous tirer les verres du nez. J'avais bien compris. Alors, le problème ici, c'est quand même de dire aux gens, oui, ça veut dire que c'est très tôt que cet enfant est drépanocytaire et on va le prendre en charge beaucoup plus tôt que les autres et puis ça peut permettre qu'il ait une meilleure qualité de vie. Qualité de vie surtout quand on sait que diagnostiquer tôt, pris en charge tôt,
la drépanocytose, on arrive difficilement aux complications, donc on a une meilleure qualité de vie. Berthe, en sachant qu'on ne guérit pas de la drépanocytose, quel est le message que vous passez aux Camerounais et même ceux qui vous regardent, tous ceux qui vous regardent à l'extérieur? Le seul message que je peux passer à tous les Camerounais, c'est juste un seul test permet d'éviter une vie de souffrance. Juste ce test-là, c'est tout. Merci beaucoup. Docteur Iskri, il y a quelque chose qu'on a oublié? Non, on n'a pas oublié, mais je dis à tout le monde, il faut faire votre électrophorèse de l'hémoglobine. Maintenant, en plus, il y a des tests de dépistage rapide. En ce moment, on est en train de les faire partout. Vous allez à l'esplanade de la CNPS, vous allez à la direction de la lutte contre la maladie en face du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation, pardon. Vous allez pouvoir faire vos tests. Donc, les tests de dépistage rapide sont accessibles et vraiment, il n'y a plus de raison que les gens disent « je ne connais pas, je ne sais pas si je suis porteur du trait drépanocytaire ». Merci docteur, merci de nous avoir suivis jusqu'à cet instant de l'émission. Juste derrière, retrouvons Valérie Naesomba avec les astuces de la semaine. Les reins ont pour rôle d'éliminer les déchets du sang comme l'urée, mais parfois ils deviennent moins efficaces. Pour savoir si vos reins sont défaillants, il suffit de jeter un coup d'œil à ces urines si elles sont foncées, donc très concentrées. C'est le signe qui doit vous alerter. Pour éviter l'insuffisance rénale, nous vous proposons quelques méthodes naturelles à adopter. Évitez de vous retenir lors d'une envie d'uriner, car ne pas se soulager lorsque l'envie se présente favorise les calculs rénaux avec un grave risque d'infection du rein. Limiter sa consommation de sel, car manger trop salé favorise certaines formes de calculs rénaux. Évitez par ailleurs de ressaler les repas après cuisson. Limitez la consommation du pain, du fromage et surtout des aliments transformés. Adoptez par contre les épices et les aromates pour rehausser le goût de vos plats. Évitez l'excès de protéines. Pour ce faire, il faut absorber quotidiennement l'équivalent d'1 gramme de protéines par kilogramme. Privilégiez les protéines d'origine végétale plutôt qu'animale. Par exemple, les fruits et les légumes ont l'avantage d'être alcalisants et peuvent être éliminés plus facilement par les reins. Alors que les viandes, les fromages, les œufs et les pâtes alimentaires sont des aliments acidifiants et ne peuvent donc pas être éliminés. Évitez les aliments contenant trop de phosphore, car l'excès de phosphore peut conduire à des dépôts de calcium dans les vaisseaux, les poumons et même le cœur. Évitez l'excès de potassium. Bien qu'indispensable pour le bon fonctionnement du corps humain, l'excès de potassium peut conduire à un dysfonctionnement des reins. Limitez la consommation des haricots rouges ou blancs, de l'avocat, des pommes de terre et des patates douces. Contrôlez votre surcharge pondérale. Le surpoids et l'obésité sont les premières causes d'insuffisance rénale. Il est donc possible de réduire le risque en ayant un régime alimentaire équilibré et en intégrant l'activité physique à votre quotidien et limiter la sédentarité, le tabac et l'alcool. Boire beaucoup d'eau, environ 1 litre par jour. En revanche, la règle étant de boire de petites quantités régulièrement plutôt qu'1 litre en fin de journée
car cette opération est plus physiologique pour le rein. Buvez donc à votre soif. Toutefois, il est toujours indispensable de consulter l'avis d'un professionnel de la santé qui pourra mieux vous conseiller. Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Thank you, Valerina Isomba. We are hoping that we will be able to try one or two of your tips this weekend or any other weekend. Thank you for always being there, and we are hoping that you're going to be a part of us next weekend on the same program, Health Update. Right behind, we have a new slot. The theme of the slot, or the title of that slot, is Thank You, Doctor. He comes with some tips. He gives us some tips on life, but also on health. His name is Dr. Tsatop Cyril Thibault. It is right after this transition. Pour les hommes qui versent le reste des urines dans le pantalon après avoir uriné, ce n'est pas normal. Allez à l'hôpital faire l'échographie de la prostate car vous souffrez probablement d'une hypertrophie de la prostate. Alors, si vous avez constamment soif, même après avoir bu de l'eau, vous avez constamment faim et vous urinez fréquemment, faites-vous contrôler la glycémie parce que ceci sont les 3 P du diabète. Merci, Doctor. Ladies and gentlemen, it is on this note that we draw curtains on today's edition of Health Update on the African Television. Thank you for being tuned up to this moment. Don't forget to follow us on our various social media handles, notably on Facebook at Health Update Vision 4, but also on YouTube. The page name is Ngwang Diana Joyce. Until next week, do stay glued to the rest of the programs of the African Television Vision 4. Don't forget, the best is yet to come. Have a beautiful day. Good morning from Yaoundé.